Depuis 10 ans, on a eu une augmentation de notre activité d'environ 20%. Au niveau des effectifs médicaux, on est à 5 équivalents temps plein pour une cible entre 16 et 18 pour fonctionner correctement. Et on est un petit peu moins de 3 équivalents temps plein à avoir le droit d'exercer la nuit. Il y a 10 ans, on n'était pas beaucoup plus, en fait. J'ai regardé, j'étais étonnée, on était 6,5. Et en fait, on avait un recours à l'intérim qui était plus facile. Actuellement, le recours à l'intérim est difficile parce qu'on a une perte d'attractivité dans notre établissement qui est liée au fait qu'on a une grande pénibilité de travail. À prix équivalent, les intérimaires préfèrent aller travailler dans des structures plus petites où la charge de travail est moins importante. Donc, on a un recours à l'intérim qui est quasi inexistant. On a un temps additionnel qui est colossal. On est à 400-500 heures par an. On a un manque d'effectifs paramédicaux sur l'établissement. Il manque 37 infirmières sur notre hôpital. On a perdu 60 lits en 18 mois. On est passé de 340 à 280 à peu près. Concernant la prise en charge des patients, je crois que le mot indigne est le plus simple et le plus parlant pour tout le monde. On peut attendre plusieurs heures avant d'être pris en charge. Cette semaine, j'ai une dame de 95 ans qui est restée 36 heures dans le couloir des urgences. On souhaite ça à aucun membre de sa famille. C'est juste intolérable. Chaque nuit, j'ai plusieurs personnes qui dorment dans le couloir des urgences. Avant la crise Covid, on affichait sur les murs le nombre de personnes qui dormaient dans les couloirs. Voilà. Pour des raisons sanitaires, on a arrêté de mettre des feuilles sur les murs, mais les personnes sont toujours là. On a des patients qui doivent uriner derrière un petit paravent. Des fois, on n'a pas assez de brancards, donc on met les gens sur des fauteuils. Des fois, on n'a pas assez de couverture, donc ils ont froid. En fait, on n'a pas assez de place. Il y a une mise en danger des patients, il y a des défauts de surveillance. On n'a pas assez de place, notre hôpital est sous-dimensionné par rapport à notre activité. Voilà, je vous ai dressé un tableau un petit peu rapide de la situation de mon quotidien aux urgences, de ce que je vis tous les jours. Mais comprendre les urgences, c'est aussi comprendre l'amont et comprendre l'aval. Comme vous l'avez très bien expliqué, en fait, les urgences, il y a un effet domino quand ça va pas. Et en fait, les dominos retombent toujours sur les urgences. Quand la médecine générale est débordée ou quand la médecine générale n'est plus disponible, allez aux urgences. Pour les spécialités de ville, pour les spécialités d'hôpital, allez aux urgences. Le centre de soins non programmés est fermé pendant les fêtes de fin d'année, allez aux urgences. Mais moi, je suis pas sûre que mes urgences elles soient ouvertes en fait pour les fins d'année. Il y aura peut-être des nuits fermées et on est en train de se battre pour pas qu'il y ait de jours non plus qui soient fermés. Je vous rappelle qu'on est quand même l'hôpital support du département, hôpital support de GHT. Il y a quelques années, comme l'a très bien dit Louis Soula, en fait, on orientait, on triait, on faisait les soins urgents. Et maintenant, en fait, on prend en charge tout le monde, tout cet effet domino qui nous retombe dessus. Parce qu'en fait, la lumière est allumée et on est là tout le temps parce qu'on est les urgences, en fait. Et que quand on sait plus, on est à la fois et le premier recours des gens et le dernier recours. Quand on sait plus quoi faire, quand on sait plus où aller, on dit aller aux urgences. Moi, je vis dans un département qui est le 5e désert médical de France. Il y a 6,3 médecins pour 10 000 habitants. Il y a 10% des plus de 16 ans qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, dire aux gens, allez voir votre médecin traitant, c'est en fait une façon très polie de leur dire débrouillez-vous. Voilà. C'est pas entendable. Ça, c'était pour l'amont. Pour l'aval, donc l'ouverture de lits, mais comment faire quand il n'y a pas de paramédicaux? Il y a quelques années, on fermait des lits. Moi, j'ai une direction, une ARS qui ne demande que ça, d'ouvrir des lits. Mais il n'y a pas de paramédicaux. Et pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'ils sont dégoûtés. Parce qu'un soignant, ce n'est pas un technicien. Il faut revoir les ratios soignants-patients. Un soignant doit être en forme et en bonne santé pour prendre en charge un patient qui, par définition, lui, est en détresse. Et actuellement, nos soignants, ils sont usés, les paramédicaux comme les médecins. Pourquoi ils sont usés? Pour plein de choses. Parce qu'il y a une charge de travail, des conditions de travail, une qualité de travail. Tout est difficile. Et puis, il y a aussi des petites choses qui paraissent insignifiantes quand tout va bien et qu'on aime son métier. Et puis, quand tout va mal, on regarde aussi dans le détail ce qui va pas. Et c'est les statuts. On a déjà parlé des ambulanciers, on en reparle. Ils sont pas reconnus comme des soignants. Voilà. Et donc,
quand on a tout qui fonctionne bien, on s'intéresse pas forcément à tout et on se bat pas pour tous les combats. Mais là, on cherche en fait à trouver ce qui va bien, ce qui nous motive, ce qui nous donne envie de nous lever le matin, ce qui fait qu'on a ou pas la boule au ventre pour aller au travail. Il y a le Ségur avec l'oubli du médico-social. Voilà. Le soin ne doit pas chercher en premier la rentabilité. Le premier médicament, je le dis toujours, c'est l'humain. Et donc, il faut remettre de l'humain dans le soin. Quand vous arrivez aux urgences, vous avez envie qu'on vous accueille avec douceur et gentillesse et qu'on prenne en compte votre problème et qu'on soit humainement disponible pour recevoir votre détresse. Et actuellement, on n'est plus capable de le faire. Lundi, j'étais de garde, j'ai fait plus de 25 heures de garde parce que mon bip a sonné 15 minutes avant la fin de ma garde, donc je suis repartie en inter. Je suis rentrée chez moi, je me suis reposée, je me suis lavée, j'ai mangé et puis après, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis chef de service des urgences de Laval. Alors, j'ai fait mon travail de chef de service. J'ai fait une réunion avec mon équipe pour préparer la certification. Et puis après, je suis allée à la CME. J'ai fait des réunions. Et en fait, je n'ai pas dormi une minute sur mon repos de garde. Et c'est ça aussi que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est que à un moment donné, on n'est plus comme autrefois où on avait des temps off sur les gardes. Maintenant, le flux est constant. Il diminue, mais il est constant. La porte est ouverte et le flux est constant. Les patients arrivent tout le temps. Voilà. Donc, c'est ça qui est difficile. C'est pour ça qu'on a du mal à enchaîner. Oui, il y a des années, on disait, oui, nous, on était de garde 48 heures, 72 heures. Mais là, je mets au défi n'importe qui de travailler 48 ou 72 heures. C'est juste impossible. À la fin de cette année, je souhaite poser des congés comme toujours depuis que je travaille. Donc, je suis aussi médecin généraliste, jeune diplômée de la CAMU en 2019. Depuis que je travaille, je n'ai jamais eu des congés en entier. J'ai décalé mes congés de 2 jours. Au lieu d'être en congé vendredi soir, je serai en congé dimanche. Et je reviendrai mercredi soir au milieu de mes congés pour faire une garde. Parce que sinon, les urgences ferment. Vous vous rendez compte de cette pression qu'on porte? Je suis une maman de 4 enfants et je vais leur dire en plein milieu des vacances, dormez bien mes petits chéris, maman part travailler. Voilà. Une fois, ils m'ont dit, mais il n'est pas au courant, le préfet, qu'on est dimanche ou que tu es en vacances? Je lui ai dit, si, mais il y a des choses qui sont plus importantes. C'est des paroles d'enfant. Ça fait mal. Donc, ce témoignage que je vous offre avec tout mon cœur et ma sincérité, c'est aussi des témoignages que j'ai reçus d'autres chefs de service d'établissement qui correspondent de villes moyennes et on le partage. Il y a pour moi des solutions. Il y a des solutions qui existent. Je suis pas du genre à regarder ce qui ne va pas. J'aime regarder aussi ce qui va bien. On a beaucoup d'énergie, on fait un métier de passion et on est toujours force de proposition dans les réunions. On a beaucoup d'idées, mais voilà, on a des contraintes, des lourdeurs administratives des fois qui nous empêchent d'avancer et d'avancer vite. Moi, je suis urgentiste. Attendre 1 heure, c'est déjà beaucoup. Donc, quand on me dit, on verra ça dans 3 semaines ou dans 1 mois, ça me paraît invraisemblable. La notion de temps entre un urgentiste et un administratif, on n'est pas dans le même monde. Donc, nous, on a besoin d'avancer, on a des idées, mais on veut que ça avance vite et on a des contraintes administratives qui nous bloquent. Je pense et j'assume ce que je vais dire, c'est qu'il faudrait revoir la régulation d'installation aussi, parce que c'est peut-être pas drôle d'exercer dans un désert médical, mais c'est pas drôle d'y vivre quand on n'a pas de médecin traitant. Il faut revoir aussi les projets architecturaux pour être dimensionnés correctement pour accueillir les flux de patients et puis être attractif. Voilà, c'est important d'avoir un cadre certes beau, mais aussi adapté à la capacité qu'on nous demande d'avoir en termes de passage de patients. Et puis, valoriser nos soignants. C'est-à-dire que dans le Ségur, on parle d'une infirmière de fin de carrière, mais ça n'existe plus, les infirmières de fin de carrière. Elles arrêtent avant. Donc, il faut stagiairiser précocement les soignants. Il faut valoriser dès le début des carrières. Il faut favoriser tout ce qui est innovant, comme les infirmiers en pratique avancée, les délégations de tâches. Le SAS, pour moi aussi, c'est une solution. Et le lien ville-hôpital. Nous, dans notre établissement, on a la cellule d'ordonnancement intra-hospitalière et puis on a une cellule aussi ville-hôpital. Mais la personne qui devait prendre ce poste a été écœurée par les conditions de travail, la lourdeur, la difficulté, et elle est partie. Donc, on a en fait
plein d'idées, plein de projets, mais il y a plus personne en fait pour les mener avec nous. Moi, je fais ce métier par passion. J'estime que je fais le plus beau métier du monde et je crois en l'hôpital public. Et c'est pour ça que je me bats et que je m'accroche et j'ai envie qu'on arrive tous ensemble à amener des solutions. Parce que trop longtemps, on a considéré que la santé, c'était l'affaire des soignants, mais la santé, c'est l'affaire de tous les citoyens. Et il faut vraiment s'intéresser en profondeur et avec tous les acteurs et tous les partenaires à la médecine de demain. Et redonner la passion, les lettres de noblesse à la santé. Merci.